Bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire. Ravi toujours de faire ces présentations avec vous. Je me présente, donc je suis Samuel Dumas, coach consultant en transformation digitale. J'ai travaillé pendant 15 ans dans des agences de communication et j'ai créé un organisme de coaching qui s'appelle transformationdigitale.coach et une société de formation spécialisée dans le digital, le management et le développement personnel. Et puis j'ai écrit un livre aussi sur ce sujet sur Amazon, mais bon, trêve de blabla. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur la relation client. Donc vous avez le sondage dans le chat ou sinon vous pouvez flasher ce petit QR code. Avez-vous eu à vous plaindre d'un service client? Eh bien, vous me dites oui à 100%. Et quelle était la raison de votre mécontentement? Vous avez été baladé d'un service à l'autre, il y avait un manque de contact humain et vous avez dû rappeler plusieurs fois. Quand même un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on fait une chose et c'est les effets inverses qui sont faits. Bref, merci pour votre participation. Rentrons aussi dans ce premier chapitre, le contexte, les enjeux de la relation client. Alors, qu'est-ce qu'une relation client? Regarde la définition. C'est un moyen pour échanger entre une entreprise et ses clients, donc un moyen d'échange, de communication avec ses clients, quel que soit le moyen. C'est ça aussi qui est important, c'est tous les canaux de communication sont bons pour cette relation client. Et le but, c'est comme la fidélisation et augmenter l'activité, le chiffre d'affaires, la réputation de l'entreprise. On est d'accord sur cette définition assez classique d'une relation client. Mais en fait, quand on regarde, la relation client, elle est complexe. Le service client génère de l'insatisfaction. C'est pour ça que je vous ai fait faire ce petit sondage en introduction. Vous avez vu que vous êtes dans la moyenne. 99% des personnes sondées sur 100 ont eu déjà à se plaindre d'un service client. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP, dans ce Do You Dream Up, une outil sur beaucoup de relations clients et surtout de clients. Et 99% des gens ont eu à s'en plaindre. Donc, ça fait exactement l'effet inverse. Le service client génère de l'insatisfaction client. Ce qui est quand même assez fou. Et puis les clients ne sont pas satisfaits. Ça, c'est l'Institut BCG qui nous dit que les clients, ils aiment pas. En fait, on se sent pas connu. On appelle une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, faut se réidentifier. C'est frustrant. On n'est pas connecté avec l'entreprise. À chaque fois, les clients veulent interagir avec la marque, avec le canal de leur choix, et on impose peut-être un autre canal. Et puis ils disent aussi c'est trop compliqué. En fait, ils veulent des résultats immédiats, sans se compliquer la vie. Et parfois, on le complexifie un petit peu trop. Et puis, la relation, elle est complexe. Quand on regarde le NPS, Net Promoter Score, donc c'est une question sur la qualité de la relation client, et c'est une question qui est simple, c'est « Recommanderiez-vous ce service à un ami ?» Et là, le meilleur score, c'est quand on a des relations clients en face à face, en présentiel, vraiment en physique. C'est pas de la visio. Pour le coup, là, les meilleurs scores, ça c'est dans le domaine de la banque, l'Institut BVA qui a analysé ça. Les clients aiment échanger avec des vrais gens. Et je pense qu'on l'a tous vécu, même quand on appelle un service client. Donc là, c'est pas en direct, mais c'est au téléphone. On va tomber parfois sur un serveur vocal interactif, SVI, et on va vous demander taper 1, taper 2, taper 3, taper 12, et on cherche tous, je pense, le chemin pour accéder à un vrai humain. Voilà, on a besoin d'être connecté à des vrais gens. C'est là où les scores sont les meilleurs, et quand on fait ces études, on cherche à avoir du contact humain. Mais en même temps, les services en ligne cartonnent. On voit l'assurance Luco, assurance habitation, ils ont levé 20 millions d'euros, plus 50 millions. Enfin, on simplifie la partie de l'assurance habitation au maximum. Alan, c'est aussi sur l'assurance santé. 80 000 clients en à peine 3 ans. Il n'y a pas de boutique Alan, on est d'accord, ça n'existe pas. Alors qu'il y a des assureurs tous les coins de rue, mais Alan n'existe pas en physique, c'est que du service en ligne. Ils ont levé 185 millions de dollars hier. Je sais actualiser la site tout récemment. Donc voilà, c'est des services qui cartonnent alors qu'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de possibilité de prendre rendez-vous avec quelqu'un. Et puis bien sûr, la crise du Covid, elle est là, elle accélère en fait cette digitalisation de notre société. C'était déjà un peu dans les cartons quand même. C'était des choses qu'on avait prévues dans 3, 4, peut-être un peu plus tard, 4 ans. Là, c'est maintenant. Voilà, c'est les résultats qu'on a aujourd'hui. C'est tout de suite accéléré par la crise du Covid. Et par exemple, le Drive, les courses en Drive, c'est 2,5 millions de foyers qui font leurs courses au Drive. C'est une croissance multipliée par 4 par rapport à la croissance des magasins physiques.
On voit bien, on a moins envie d'aller pousser le wagonnet au fond de la mine, déjà pour moins perdre de temps et puis aussi pour avoir moins de contacts à cause de la crise du Covid. Et puis Amazon. Amazon, c'est le grand gagnant de cette crise. Ils ont fait un bénéfice multiplié par 3 l'année dernière, soit 6 milliards de dollars de bénéfices pour un chiffre d'affaires en hausse de 37%. Alors que c'était déjà gigantesque, c'est encore plus gigantesque. On voit qu'on est en train d'assister à une mutation, en tout cas une évolution de nos modes de consommation du point de vente physique vers le digital. Donc ce monde, il se digitalise en fait de plus en plus. On le voit avec l'évolution des internautes. 4,5 milliards de personnes sont connectées à Internet. 2,8 milliards de personnes utilisent un smartphone. Donc on peut aller se connecter à Internet avec le smartphone. Et 2,7 milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook. Ça a été en croissance de 12% depuis le premier confinement, avec des nouveaux arrivants, comme les personnes peut-être un petit peu plus âgées, qui n'étaient pas forcément présents sur les réseaux sociaux, et sur WhatsApp notamment, qui est aussi le grand gagnant, qui fait partie de la galaxie Facebook, pour continuer à interagir avec ses proches quand on ne peut plus avoir de relations physiques. Donc, ce monde se digitalise, il accélère de plus en plus, et les services, la relation aussi, la relation client évolue dans ce sens-là. Tout ça parce que notre monde se digitalise, donc on crée de plus en plus de données, on crée de la data, et tous ces smartphones, tous nos smartphones créent de la data de façon exponentielle, et on peut voir la data aujourd'hui, cette donnée qu'on génère, nos photos, notre texte, tout ce qu'on raconte sur même nos déplacements, les coordonnées GPS, c'est des informations. Quand est-ce que vous enlevez, déverrouillez le mode avion de votre téléphone, c'est des informations que vous donnez aussi à Google, par exemple, si vous êtes sur Android. Donc cette data, faut la voir comme une nouvelle matière première. La data est une matière première, au même titre que la Terre. Elle est encore pendant longtemps, depuis l'âge agraire, l'âge industriel, c'est fait avec l'essor du pétrole et du fer. Et aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information avec cette nouvelle matière première qui est la data. Ça ne se substitue pas à une autre, bien entendu, ça se rajoute aux autres. Et Alec Ross, qui était le conseiller d'Obama en matière d'innovation, nous dit « Ceux qui maîtrisent la data sont ceux qui créent le futur de l'industrie ». Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous vient en tête quand je vous dis qui sont aujourd'hui les gens qui créent le futur de l'industrie ? Allez-y, à vos claviers. Qu'est-ce qui vous vient en tête ? Eh oui, tout à fait. Ce sont les GAFAM, les NATU et les BATX. Il ne faut pas oublier aussi les Chinois. Voilà, tous les réseaux, les fournisseurs d'énergie, ceux qui collectent nos données, effectivement, c'est des gens qui ont ces informations. Compteur Linky, notamment, récupère aussi beaucoup d'informations sur notre consommation et puis l'agrège avec d'autres foyers, puis en font des corrélations sur les consommations électriques, par exemple pendant la Coupe du Monde de foot. Il y a des choses intéressantes qui viennent là-dedans. Ouais, les chercheurs, bien sûr, les chercheurs créent le futur de l'industrie, mais les chercheurs des centres de R&D, plutôt du privé, avec des milliards aussi qui sont investis par Amazon, Google, en R&D, 18 milliards par exemple pour Amazon, alors que le budget du CNRS est largement plus faible que ça. Mais effectivement, les centres de R&D, bien sûr, créent le futur de notre industrie. Donc, pour venir sur ces NATU, BATX et GAFAM, donc partie américaine, GAFAM va dire plutôt historique, NATU, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, qui sont aussi l'ère des plateformes, et puis BATX, donc pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont aussi des nouveaux acteurs, pour des acteurs chinois, veut dire historiques, mais nouveaux pour nous au niveau occidental, qui arrivent sur notre territoire, Alibaba notamment, qui va faire le cloud pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On est en France, mais ça va être Alibaba qui récupère toutes ces données des Jeux Olympiques et qui entraîne aussi des algorithmes d'intelligence artificielle. On va y venir par la suite. Donc, en fait, on vit dans cette société. C'est notre quotidien. Cette société digitale, il n'y a pas de révolution sur ça. 8 Français sur 10 sont des internautes avertis. On est dans ce monde-là et on dit c'est indispensable aujourd'hui dans notre cadre de travail que le salarié ne puisse pas jouir des mêmes évolutions techniques et technologiques qu'il a dans sa vie privée. Donc en fait, on attend un nouveau standard à tous les niveaux.
le nouveau standard qui nous sont proposés par ces GAFAM, par ces BATX, Natou, etc., eh ben, on veut le retrouver partout, avec tout le monde, avec notre fournisseur d'énergie, notre assureur, notre banquier, etc. Ce nouveau standard-là qui est, créé, on s'est habitué à ce standard-là, fait qu'en fait, vos concurrents, c'est plus vos concurrents. Arrêtez de vous regarder les uns les autres. C'est pas la banque d'en face, le vrai concurrent. C'est du Google Bank, c'est Amazon Pay, voilà, tous ces systèmes-là qui arrivent, qui sont en train de disrupter, le mot est lâché, les systèmes existants, les systèmes historiques, par des approches beaucoup plus simplifiées, où en fait on a mis au centre l'expérience client. Et cette nouvelle relation client, en fait, on l'appelle aujourd'hui l'expérience client. Quel est ce nouveau niveau d'exigence qu'a le client parce qu'il utilise déjà les services d'autres fournisseurs, d'autres GAFA par exemple, pour son quotidien avec mon entreprise. Et ce niveau d'exigence, c'est ce nouveau standard-là. Ce qui s'est passé chez Apple quand ils ont créé l'Apple Store, Steve Jobs il a dit « Moi, je veux pas de caisse, je veux simplifier l'expérience client. » Cette simplification que j'ai dans mon application, dans mon interface de mon téléphone, je veux la retrouver quand les clients viennent physiquement dans le magasin pour me donner leur argent pour acheter mes produits. Donc, on fait des magasins sans caisse, parce que la caisse est un point de frustration, un point de friction, on peut appeler ça une couture. Aujourd'hui, on travaille sur des parcours sans couture, de chercher à regarder où sont potentiellement les points de friction et de les alléger, voire les supprimer carrément. Ce qui fait que les Apple Store aujourd'hui n'ont pas de caisse, il y a un conseiller qui vous suit avec le petit boîtier de paiement. Vous n'avez pas à faire la queue pour payer votre Mac. Donc ça veut dire les grandes entreprises le font. Mais aujourd'hui, l'autre exemple, c'est chez Center Parcs. Center Parcs, je ne sais pas si vous êtes allé récemment, sûrement pas, avec le confinement, mais en tout cas avant, dans le monde d'avant, Center Parcs a digitalisé son expérience client. En fait, la directrice, Vanessa Diriard, la directrice générale de Center Parcs, nous dit dans notre société, la notion d'attente a disparu. Il n'y a plus de notion d'attente. Les gens ne veulent plus faire la queue. C'est terminé. Donc, la culture de l'instant est devenue la norme. Ça illustre bien ce que je viens de vous dire juste avant sur ce nouveau standard. La culture de l'instant est devenue la norme. Je veux tout de suite. C'est ce que propose Amazon en vous livrant le lendemain tous les produits que vous voulez. Deliveroo pour les restaurants près de chez vous. On est dans cette culture de l'instant. Donc, ils ont digitalisé leur expérience client avec les applications mobiles où on peut réserver son cours de badminton en ligne, récupérer le QR code pour être scanné quand on va faire l'activité, et même sur le bracelet connecté justement qui va permettre de dire que vous êtes bien allé à votre cours de badminton, qui sert aussi de clé pour ouvrir votre porte ou votre casier de piscine. On digitalise complètement cette expérience-là pour fluidifier ce parcours sans friction. Donc, on pourrait se dire, pour le temps qu'on passe ensemble, ce webinaire, dans notre monde ultra connecté, comment le digital et l'humain, c'est ce « et » qui est très important en fait, les deux cohabitent ensemble, comment ils peuvent cohabiter pour améliorer la relation client. Alors, l'intelligence artificielle arrive maintenant dans notre discussion. On peut se demander qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Eh bien, si on prend la définition officielle du Larousse, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Simulation d'intelligence. Et je pense que cette définition devrait être revue parce que je vais vous donner des exemples où ça dépasse quand même la simple simulation. Des machines capables de simuler l'intelligence, ça c'est la définition officielle. Et en fait, cette définition, je pense, a du retard sur ce qui est en train de se passer réellement. Donc, l'algorithme d'intelligence artificielle a débuté dans les années 50, puis dans les années 80. Et en fait, c'est reparti comme à la mode à partir de 2011. 2011 où IBM Watson, donc l'intelligence artificielle de chez IBM, a gagné le jeu Jeopardy. Et l'IA a réussi à répondre, à comprendre la question, trouver la réponse et la dire beaucoup plus vite que deux super cracks de culture générale. Ça, c'est à la base du machine learning. C'est-à-dire que l'algorithme a été entraîné pour aller chercher la réponse et la dire. Ça n'a rien à voir avec les jeux d'échecs.
Le jeu d'échecs Deep Blue avait gagné aussi contre Kasparov. Mais ça, c'était de la force brute, c'était du super calculateur. Là, on peut pas tout connaître de toutes les questions. Il faut quand même avoir de nouveaux modèles de recherche d'informations qui se rapprochent plus des modèles intelligents que du calcul pur. Comment ça fonctionne? Dans la programmation classique, on va faire un ensemble de règles. C'est notre algorithme. Et on va injecter à l'intérieur de cet algorithme des données. C'est-à-dire, on récupère des paramètres et on injecte ces paramètres. Et en suivant ces règles, ça va générer des réponses. Ça, c'est la programmation classique. Le machine learning, on fait l'inverse. C'est qu'en fait, on dit ce qu'on veut comme réponse. On injecte des datas, ce qu'on appelle le dataset, donc l'ensemble des informations qu'on va livrer à l'intelligence artificielle. Et ce machine learning va sortir des règles de classement. Et je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Coded BS sur Netflix, mais en fait, les gens du MIT sont penchés sur la question. Et en fait, c'est une grosse boîte noire. Même les développeurs eux-mêmes ne savent pas comment ça fonctionne. On est en train de créer quelque chose qui nous dépasse. On injecte des données, on injecte les réponses attendues et ça trouve les règles dans un deuxième temps. C'est la démarche inverse de la programmation classique. Donc, comment ça s'est fait? Le schéma, on injecte les réponses, les données, et ça fait les règles. Comment ça se passe? Par exemple, on va donner ce jeu d'entraînement, des photos de chats, de chiens, d'oiseaux, et on va dire à la machine, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est une moustache, ça c'est une queue, etc. Et à partir de ces éléments-là, ils vont dire, ah oui, le chat, il a une queue, des oreilles pointues, etc. Et on va entraîner le modèle. Et la classification va s'améliorer, au début va se tromper, puis par itération successive, va comprendre et sortir, extraire des données qui vont faire que j'ai vu qu'il y a des moustaches, donc je me dis que ça doit être un chat. Et à partir de ça, on améliore l'algorithme avec des entraînements, donc des milliers, des millions d'entraînements parfois, pour arriver à trouver la bonne réponse toute seule la prochaine fois. Et en fait, on a tous déjà entraîné une intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, si vous savez, que inconsciemment ou non, on a tous déjà entraîné une IA? Eh oui, bravo Yann. Bonne réponse. Le reCAPTCHA. Effectivement, ce reCAPTCHA, en fait, où on vous demande de cliquer sur des panneaux, des feux de signalisation, une voiture, un taxi bleu, un vélo, etc. Toutes ces données, ces photos, en fait, ont été faites par Google, donc la voiture Street View qui passait prendre les photos. Et le but derrière tout ça, c'était pas forcément de dire je suis pas un robot, même si ça peut aider pour la validation de formulaires. Mais il y avait un projet plus grand derrière ça. Le projet de Google, c'était de préparer et d'entraîner un réseau neuronal, donc l'IA, préparant l'arrivée de la voiture autonome. Et oui, la voiture autonome, grâce à nous, à travers, ça c'est un feu rouge, ça c'est un feu vert, ça c'est un vélo, ça c'est un taxi, ça c'est tout ce qu'on a pu dire d'entraînement, on prépare l'arrivée de la voiture autonome de Google, donc qui est développée par sa filiale qui s'appelle Waymo. Nous avons tous entraîné une IA, malgré nous, sans être payés, sur des millions et des millions de données. Donc, vous voyez le modèle d'entraînement qui est fait derrière pour une finalité plus grande. Et puis 2016, tournant historique, AlphaGo, encore une filiale de Google, qui gagne le jeu de Go. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que l'algorithme, donc l'IA AlphaGo, a inventé un mouvement, un coup de génie, un coup de maître qui a été vu après coup, que même les développeurs et tous ceux qui suivaient la partie avaient cru que c'était un mouvement complètement débile. Mais non, c'était un coup de génie qui a été fait par la machine. Parce que en fait, le jeu de Go, c'est pas comme les échecs. Il y a autant de combinaisons possibles qu'il y a d'atomes dans l'univers connu. Donc c'est impossible en force brute de faire tous ces calculs-là. Il faut de l'intelligence. Et à partir de ces entraînements successifs, contre des entraîneurs, contre lui-même aussi, l'IA a réussi à inventer, à créer quelque chose de nouveau. Et là, je pense que la définition qu'on a vue tout à l'heure du Larousse, elle prend un peu du plomb dans l'aile. C'est-à-dire que créer quelque chose de nouveau à partir de connaissances, c'est pas de la simulation, c'est de la vraie intelligence pour le coup. On est d'accord, c'est dans de la micro niche, c'est sur du jeu de Go. Mais quand même, il s'est passé quelque chose. Quelque chose de nouveau a émergé à partir de connaissances de base. Et aujourd'hui, c'est enseigné dans les livres de Go, cette nouvelle tactique de jeu.
Donc, on est vraiment sur une nouvelle forme d'intelligence. Et là, c'est le deep learning. On dit que le machine learning, c'est l'ULM et le deep learning, c'est l'Airbus A380. Pour le machine learning, il vous faut des milliers de data en entrée. Pour le deep learning, il vous faut des millions de données en entrée. Donc, on voit bien que la data, c'est le nerf de la guerre. C'est là que se jouent tous ces datasets, ces données d'entraînement. Tout le monde recherche ça aujourd'hui pour entraîner ces algorithmes. Et la plateforme qui a servi à entraîner AlphaGo, s'appelle TensorFlow, qui est édité par Google, et ben cette plateforme aujourd'hui, elle est en open source. C'est-à-dire que n'importe qui a accès à la plateforme d'entraînement du super algorithme de chez Google. Il vous faut par contre des données d'entrée. Il vous faut de la dataset. Il faut récupérer ce qui se passe sur les radiographies, les IRM, etc. pour détecter des cancers avant même que le médecin puisse le voir. L'IA est capable de le faire, de détecter une leucémie, ça s'est fait au Japon, dans le domaine de la santé. On a eu besoin d'entraîner l'algorithme avec des milliers de données d'IRM, d'imagerie médicale, pour entraîner l'algorithme et aujourd'hui être capable de le faire mieux que le médecin. Et ça pose une question. Demain, vous ferez plus confiance à une IA ou à votre médecin? Donc, quand je parlais tout à l'heure de disruption, c'est pas forcément la disruption des métiers peu qualifiés, c'est aussi des métiers super qualifiés, des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans d'études pour savoir ce qu'ils font. Et ben aujourd'hui, ce métier-là est ringardisé en quelque sorte par l'IA qui va le faire mieux et plus rapide et de façon plus fiable qu'un véritable médecin. Ça pose question. Alors, revenons au sujet de l'intelligence artificielle dans la relation client. Imaginez que vous rentrez dans un petit supermarché, une petite surface, pas un grand supermarché, une petite surface. Dans cette surface, il y a uniquement vos achats plaisir. Tout le reste, tout ce qui est un peu du consommable de votre maison, le papier toilette, les pâtes, tout ce qui est du récurrent, du dentifrice, tout ça, c'est livré directement chez vous. Par contre, cette petite surface, elle va vous proposer du fromage, du vin, de la viande. Des choses que vous avez envie de choisir vous-même, peut-être de voir, de toucher, de goûter, de sentir. Il faut rentrer dans ce magasin et le vendeur vous interpelle et dit « Hey, salut Olivier, ça va? La semaine dernière, je t'ai conseillé la bouteille, là, le Médoc. C'était bien, ça t'a plu? Ouais, eh ben, viens goûter, là, on a un nouvel arrivage, on a un producteur là qu'on a référencé. Et puis j'ai vu, là, tu venais d'acheter du fromage. Et ben là, je te conseille ce Bordeaux, là. Là, il va être vraiment top. » Il y a un humain qui est là, qui nous accueille. Et en même temps, cet humain lui-même est augmenté par l'intelligence artificielle qui va regarder l'historique de nos commandes. Qu'est-ce qu'on a proposé la semaine dernière? Qu'est-ce que tu as acheté dans ton panier en ce moment-là? Qu'est-ce que tu te trimbales dans ton caddie? Et puis surtout, qu'est-ce qui irait bien avec ce que tu as acheté dans ton caddie? Et le vendeur, il est là pour apporter de l'empathie, du sourire, de l'humain. Mais derrière, c'est un humain augmenté grâce à l'intelligence artificielle qui apporte un vrai service et une vraie relation client à la personne. Ben ça, c'est ce que raconte Kai Fu Lee, donc c'est l'ancien PDG de Google et de Microsoft China, dans son livre IA, la plus grande mutation de l'histoire, que je vous conseille vraiment de lire. C'est ce qui se prépare dans la vie du quart d'heure, où en fait les mutations d'organisation de la société se font, où tout est à un quart d'heure. Et grâce à la Smart City et à l'usage de nos data. C'est ça encore, hein. Il faut ces données, il faut connaître l'historique de notre panier, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dans le caddie, et croiser toutes ces données ensemble pour réussir à faire une ville intelligente. Donc, je ne sais pas, Olivier, si ça te ferait plaisir d'aller dans ce genre de magasin où tu es archi traqué. Mais en tout cas, il y a des tendances et qui permettent de faire une excellence de la relation client et le côté sans couture, je vous dis, travailler sur ces points de friction-là pour améliorer cette expérience magasin qui fait que ça m'embête de racheter toujours la même chose. Ça, c'est livré à la maison et je m'en occupe même pas. Je sous-traite une partie de ma vie, forme de majordome qui s'occuperait de ça, majordome digital, et on se concentre sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire les choses que j'ai envie de choisir moi-même. Et c'est une simulation par rapport à un humain qui se rappelle les rencontres précédentes. Oui, tout à fait, exactement. Mais c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, on va substituer, l'algorithme va se substituer à un humain. Il va faire le travail que ferait un humain, quelqu'un qui connaît bien la personne et qui, voilà, je sais pas, un conseiller de chez Nicolas, qui vous venez chez lui régulièrement, il va se rappeler de tout ça, tout à fait. Donc, ça se substitue à l'humain, ça simule aussi l'humain éventuellement. Oui, on peut voir ça comme ça. Voilà.
Alors, Olivier, tu ne voudrais pas vraiment, je préfère me concentrer sur mon besoin actuel. Oui, effectivement, il y a tous les niveaux en fait d'évolution, soit des gens qui sont archi d'accord pour le faire tout de suite, ou d'autres qui ont envie de garder leurs données privées ou de conserver ce contact avec la personne et de réexpliquer ce que j'ai fait la dernière fois. Voilà, on en est à ce stade-là où je pense qu'il faut un peu tout pour faire un monde. Et certaines personnes sont clairement en attente de ça et d'autres sont complètement réfractaires. Je faisais une formation avec quelqu'un qui avait un email par compte. À chaque fois qu'il remplissait un formulaire, il se créait un email. Et comme ça, il savait s'il recevait de la pub, quel email avait fait fuiter ces informations. Et donc là, je pense que cette personne n'est pas du tout de ce côté. Je vais sous-traiter une partie de ma vie. Et puis, en même temps, cette intelligence artificielle, elle va simplifier le paiement. On va aller en Chine avec le paiement par reconnaissance faciale. Donc, c'est quasi instantané. On met sa tête devant la caméra et on paye tout de suite. Donc, on n'a pas besoin si on n'a pas d'argent, pas de monnaie, c'est pas grave. Ça se connecte automatiquement à notre compte en banque et ça nous déduit le paiement. On passe sur le côté de tracking, de dictature 4.0 qui a derrière de surveillance de masse. On est d'accord, c'est clairement le cas en Chine. En même temps, Aujourd'hui, Carrefour réfléchit à ces modèles-là pour fluidifier aussi les passages en caisse, le sans contact. C'est un petit peu ça, du sans contact grâce au visage. Donc, c'est des technologies qui sont là, qui sont en réflexion chez nous aujourd'hui et qui sont déjà en place dans tous les Carrefour Chine. C'est comme ça que ça marche. Donc, cette technologie est au point et des millions de gens utilisent ça quotidiennement. Même pour un distributeur de canettes, vous payez avec votre visage. Pas besoin d'avoir de pièces, de cash, même de carte bancaire, ça n'existe pas en Chine. On paye par le mobile généralement. Et quand je vous disais que on travaille sur ces points de friction, l'intelligence artificielle rentre aussi dans les marchés et on peut avoir l'exemple de Amazon Go où en fait on va être identifié par un QR code sur son application mobile, donc qui va nous connecter avec notre compte Amazon. Et ensuite on va prendre le produit dans le rayon, le mettre dans son sac et on sort. Pas de caisse. Par contre, au plafond, il y a une bardée de caméras qui vont regarder ce que vous faites. Si vous mettez dans le panier, vous le mettez physiquement dans le panier et vous le mettez aussi virtuellement dans votre panier. Et quand vous sortez du magasin, donc vous n'êtes plus sous les yeux de la caméra, on va dire, et ben là, on vous débite parce que vous avez fini vos achats. Donc là, on travaille sur le parcours client, la scénarisation du parcours client qui va indiquer à l'algorithme ce que vous faites et comment vous facturez. Et on est d'accord que cette expérience client, on a le même sandwich dans la boutique d'à côté. Donc en fait, les gens ne viennent pas chercher le sandwich. Ils viennent chercher l'expérience d'achat du sandwich avec un modèle où, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour manger à midi. Et ben, entre faire la queue un quart d'heure ou le prendre et ressortir directement, ça me prend 3 minutes. C'est cette expérience-là que je cherchais. Parce que je retrouve mon bénéfice. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est mon bénéfice. Je vais pas perdre de temps à faire la queue. Et puis, je vais voir aussi quelque chose d'un peu nouveau. À l'ouverture de ces Amazon Go aux États-Unis, il y avait une queue énorme parce que tout le monde voulait découvrir ce nouveau système. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu régulé. Mais vous voyez bien que, en fait, c'est cette expérience client qui crée la valeur plus que le produit intrinsèque, puisque ça, on peut le retrouver de façon différente. Donc, cette facilité d'achat est simplifiée par l'intelligence artificielle. Et puis, on assiste aujourd'hui à l'essor du vocal. Vraiment, le vocal, aujourd'hui, Google nous dit c'est 20% des requêtes sur son appli mobile. Donc, les recherches se font par la voix. Et 31% des utilisateurs de smartphones utilisent le vocal au moins une fois par semaine. Et l'objectif de Google, c'est que ce soit 50% des requêtes sur mobile, donc que ce soit fait par la voix. Et puis, le président de BETC, il nous dit, regardez les jeunes. En fait, ils tapent pas leur SMS, ils les dictent et ils vous envoient des messages vocaux. Ça, c'est impressionnant. Même de parler comme ça avec cette jeune génération, je suis pas habitué à ça, je préfère écrire mon message. Non, on le dicte et les gens se répondent par message interposé. Ce vocal rentre clairement dans nos vies et en fait, le but de tout ça, c'est préparer demain. Et d'accord, les jeunes générations, faut regarder comment elles font, comment elles communiquent, comment elles consomment aussi et de s'aligner en tout cas sur ces nouvelles tendances. Google Duplex, je vous montre pas la vidéo, mais je vous cherche, regardez sur Google. Il y a sur YouTube, pardon, la présentation donc, du patron montre un algorithme de synthèse vocale qui est capable d'interagir, donc de soutenir une conversation, par exemple pour réserver un rendez-vous chez le coiffeur à votre place. Donc c'est un chatbot de synthèse vocale qui peut prendre rendez-vous à votre place.
Là, quand je vous parlais de majordomisation de la vie, on est clairement là-dedans. Vous avez des gens très riches qui ont des majordomes pour gérer leur vie, prendre des rendez-vous chez le coiffeur, par exemple. Bah là, c'est cet algorithme-là de synthèse vocale qui va parler, qui va appeler le coiffeur et vous dire oui, samedi 15h, le mettre le rendez-vous dans votre agenda, ça c'est le plus simple. Et en face, ce qui est quand même assez fou, c'est que 100% des personnes qui ont parlé avec cette synthèse vocale pensaient parler avec un humain. C'est plus la voix comme les robots ou un petit peu les films de science-fiction. Écoutez cette voix-là, il y a tous les tics, tous les maybe you know, ce qui fait qu'on parle comme un humain et pas comme un robot. Ça a été intégré aussi dans cette synthèse vocale et on a l'impression clairement de parler à un humain. On en est à ce niveau-là de qualité de synthèse vocale. Donc ça, c'est pour passer des appels à votre place. Donc ce Google Plex va, par exemple le Galaxy S10 l'intègre déjà, vous dites ok Google, réserve-moi un rendez-vous chez le coiffeur samedi 11h, c'est fini, c'est passé et automatiquement ça a simplifié ma vie. Donc ça c'est Google Duplex. Et c'est dans l'autre sens, c'est possible aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que Calljoy va répondre aux appels à notre place, donc un peu comme un centre d'appel, quand on est une petite boutique, un restaurant, et que on parle vraiment hors Covid, parce que c'est une période particulière aujourd'hui, mais le restaurateur qui a les mains pour préparer dans les fourneaux, qui prépare les assiettes et qui prépare ses produits, il n'a pas le temps de décrocher le téléphone pour prendre une réservation ce soir à 19h, 4 personnes. Là, l'algorithme va répondre à sa place, et en face, la personne a l'impression de parler à un humain. Et c'est quand même sur des marchés de niche, on va pas tenir une discussion philosophique, on est d'accord. Mais en même temps, ça fait le job pour $39 par mois. La synthèse vocale, elle rentre aussi bien sûr par Alexa, l'expansion de toutes ces enceintes connectées, Google Home, etc., qui inondent les foyers. Je voyais que c'était même offert pour l'achat d'une télé, enfin c'est vendu à perte. Enfin, le business model, il est pas là, il est de couvrir le marché aujourd'hui. Et ça se retrouve aussi dans les hôtels. Dans les hôtels, on peut demander à Alexa les horaires de la piscine, de se faire livrer à manger dans sa chambre. On peut même faire le check-out. C'est point de friction. Je dis qu'on est à l'hôtel, généralement on a peut-être un train ou un avion à prendre, et quand on voit qu'il y a la queue au guichet, c'est un petit peu frustrant. Donc on dit Alexa check-out, et puis voilà, c'est payé, c'est fini. On peut sortir de l'hôtel, on a payé, on est en règle, quoi. Après, ça pose bien sûr des questions de sécurité, de confidentialité. Il y a une enceinte connectée dans votre chambre d'hôtel. Donc, disruption de tout ce qui se passe. C'est un livre, vraiment mon livre de chevet, Stéphane Mallard, qui était venu au Labo du Web. Donc, c'était dans la conférence de juin depuis 2 ans maintenant. Je crois que Marvin va me dire ça. Mais c'était exceptionnel de rencontrer Stéphane Mallard qui nous dit demain, nous serons tous représentés dans nos interactions par notre majordome digital. Alors, je lis un petit peu les questions. Comment vois-tu l'évolution de l'adaptation des anciennes générations à l'avenir? Les très anciens se plaignent du téléphone, préfèrent le courrier. Les moins anciens se plaignent du portable, puis du smartphone, des SMS. On parle de passer en message vocal. Chaque génération se plaint de l'usage de la précédente. Oui, c'est juste. Comme chaque génération aussi va aller sur son réseau social. Là, je vois Facebook qui devient le réseau social des vieux, parce que les jeunes veulent pas être sur le réseau social de leurs parents. Ou comme nous, quand on était jeunes, on voulait pas écouter la musique de nos parents. Il y a quelque chose de très générationnel là-dedans. On va continuer comme ça, ou un jour, toute génération sera habituée au changement. Ou à l'inverse, les usages arriveront moins vite par confort. Réfraction au changement. Si je savais répondre à cette question, c'est une très bonne question. Je pense que toutes les générations vont vouloir faire des changements par rapport à leurs parents. Ça, c'est historique. On a tous vécu, on va écouter du rock pour rencontrer les générations de nos parents par rapport à nos grands-parents. C'est assez... dans l'histoire des choses, dans l'histoire de la vie, de se mettre en contre la génération d'avant. Et après, les technologies, elles évoluent. Après, ça dépend aussi de l'essor de ces technologies qui changent tout le temps. Effectivement, oui, je préfère recevoir un courrier que tu me téléphones. C'est des choses qu'on peut entendre de nos grands-parents. À chaque fois se plaint de ce côté à distance, et en même temps, aujourd'hui, ils en sont bien contents parce qu'avec le Covid, on peut pas se voir physiquement, donc il y a ces outils de visio qui sont là, et contraints et forcés, ils s'y sont mis, et ils disent heureusement que tu m'as appris à me servir de WhatsApp et de pouvoir se faire des calls en vidéo pour garder le lien dans ces périodes-là. Donc, contraints et forcés, je pense que certaines personnes vont y trouver leur avantage. Après, la suite, je pense que le futur nous le dira.
Je sais pas. C'est une excellente question en tout cas. Peut-être ça vaut le coup d'en discuter vraiment plus profondément. Le décalage est normal, il correspond à des attentes et à des besoins. Oui, alors ça c'est très juste, Olivier, de se dire que chacun a des attentes différentes et des besoins différents. Effectivement, ça revient au cœur du problème. C'est clairement ça la raison. Alors, comment on peut un peu mixer tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant? On a parlé d'expérience client, de data, d'intelligence artificielle. Ce que je vous invite à faire, c'est d'être focus sur cette expérience client et d'améliorer cette expérience client grâce à la data. Par exemple, Uber. Uber, ils n'ont pas inventé le taxi. Oui, d'accord. Uber, ils vous ont fait une promesse, un besoin dont nous parle Olivier. Ce besoin, c'est de vous dire que vous avez un taxi en moins de 10 minutes. Voilà. Mon besoin, mon attente, c'est ça. Je veux un taxi en moins de 10 minutes. Et bien, grâce à la data, Uber est capable de vous offrir, de répondre à ce besoin-là, en faisant patrouiller ces VTC plutôt le samedi soir dans les sorties des théâtres et des restaurants, plutôt le matin faire un trajet banlieue-Paris, le soir faire du trajet Paris-banlieue, de gérer sa flotte pour encourager aussi ses chauffeurs grâce à de la tarification supérieure, par exemple le dimanche, le samedi soir à minuit. Pourquoi ? Surtout que ce soit plus cher à ces moments-là pour le consommateur, c'est surtout qu'il y a une prime supplémentaire pour le chauffeur, et pour que lui aille aussi, ait envie de travailler le soir à minuit. Il a peut-être envie de faire autre chose à ce moment-là, grâce à cette surprime. Mais donc, il y a une fluctuation entre l'offre et la demande, et la fluctuation aussi de faire circuler ces VTC dans des zones où potentiellement il y a plus de demandes pour offrir ce service, le taxi en moins de 10 minutes. Donc, il faut bien sûr énormément de data et faire parler cette data pour offrir le meilleur service possible. Il y a donc USAA, donc qui est l'assurance pour les militaires et les vétérans de l'armée américaine, qui propose un outil en fait où on peut prendre en photo son accident et instantanément, ça va vous dire le montant des réparations. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Moi, si je casse le phare de ma voiture, je ne sais pas combien ça va me coûter. J'en ai aucune idée. Vraiment, peut-être 500, 1000. Vraiment, c'est un stress. Et ben là, au moins, on a la réponse. Et même des journalistes sont amusés à aller plus loin et de se dire, OK, on va aller faire vraiment un devis dans un garage. Et en fait, c'est juste à 93%. Et le devis qui est affiché par l'application, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur des milliers de véhicules avec des tarifs, et puis de fournir cette information en temps réel. Ça enlève ce point de frustration et de se dire, mon assurance, elle me sert à quelque chose. Mais en même temps, ça va plus loin. C'est-à-dire que si vous dégainez votre smartphone pour prendre la photo, c'est que vous avez eu un accident. Okay. Donc là, scénario. Il y a eu un accident, donc il y a une ouverture d'un dossier chez votre assureur. Votre assureur, il reçoit aussi la photo. Et l'analyse de la photo va dire, ça c'est un accident, quand vous voyez le pneu qui est comme ça, c'est sûr, la voiture, elle ne redémarre pas. Il faut faire venir une dépanneuse. Il faut vous reloger. Il faut peut-être vous louer un nouveau véhicule parce que je sais que vous étiez aussi en déplacement pour finir vos vacances. Et là, on va vous dire, vous inquiétez pas, la dépanneuse arrive dans 18 minutes. Ce soir, vous avez réservé une place à l'hôtel, une chambre à l'hôtel pour votre famille. Et demain matin, il y a un minivan qui vous attend pour finir votre vacances parce que je sais que vous avez 3 enfants et de nombreuses valises à transporter. Le moment où j'en ai le plus besoin, c'est ça, le moment critique. J'appelle ça le moment de vérité. Au moment où j'ai le plus besoin, il y a eu un humain qui a été là, qui m'a rassuré. Et cet humain a été aidé par un algorithme pour faire toutes les tâches, peut-être à faible valeur ajoutée, et lui se concentrer sur l'accompagnement de ce moment un peu critique. Et en fait, finalement, on paye une assurance pour rien, et tant mieux. Mais le moment où j'en ai le plus besoin, comment faire l'expérience parfaite ? Et on voit que là, cette relation client, elle a été aidée grâce aux algorithmes. Alors Olivier, ce n'est pas comme la mode et l'informatique, on a quitté les mainframes pour passer à client léger, maintenant on repart sur le cloud avec les petits serveurs. Oui, c'est ça. Après, sur l'évolution aussi, ça me fait penser aux consoles de jeux vidéo. On dit aujourd'hui qu'on est dans la dernière génération d'avoir un peu des super calculateurs avec des super cartes graphiques. Les prochaines consoles de jeux vidéo seront extrêmement légères et les calculs seront faits dans le cloud, dans des gros calculateurs, effectivement, sur ces clouds. Donc, les moments de vérité. On se focalise sur ces moments-là. Après, il y a d'autres outils, parce que j'accompagne l'entreprise avec des cartes d'expérience utilisateur, mais c'est les moments de vérité, en fait, les moments où il y a le plus besoin d'un humain. C'est pas un algorithme. J'ai pas envie que ce soit un algorithme. J'ai pas envie que ce soit Alexa qui réponde quand j'ai eu mon accident de voiture.
Par contre, j'ai envie qu'on me réponde rapidement et que ma vie soit facilitée parce que je paye une assurance depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans pour rien. Le jour où j'en ai le plus besoin, quand même, j'ai envie d'être vraiment bien accompagné. Donc, la personne qui est en face, elle va être contente d'avoir réussi à aider cette famille à continuer ses vacances et que ses vacances soient pas foutues à cause, à cause de cette manque, ce mauvais assureur qu'on a eu en face. Donc cet humain a fait son travail, aidé par l'algorithme, en étant, et je pense qu'on restera pendant longtemps, l'expert de l'empathie. USC était très réactive avant l'IA. Ah d'accord, donc très bien, intéressant Olivier, on pourra échanger après, ça m'intéresse justement de voir ce que fait USC. Il vient renforcer le modus operandi déjà performant. Exactement. Voilà, c'est de la suite, un peu l'évolution de l'entreprise qui a été renforcée par déjà une culture d'entreprise qui était déjà forte. Ouais, l'autre exemple, c'est sur Airbnb. Airbnb, il y avait des gens qui s'occupaient de classer les photos. Ils classaient les photos de salon, de salle de bain, de chambre, de jardin. Et ben là, ça a été entraîné par l'IA. Je crois que c'est même TensorFlow qui était derrière ça. Donc, ils ont entraîné un IA pour reconnaître, ça c'est une salle de bain, ça c'est comme on reconnaît un feu rouge, là on sait reconnaître une salle de bain à force d'entraîner l'algorithme. Donc, plus personne ne fait ça aujourd'hui chez Airbnb, c'est classé automatiquement par l'intelligence artificielle et ces personnes sont au support, au moment de vérité. Si, exemple qui est raconté souvent sur la famille, quand on voit ces deux adolescents à Londres, 18-19 ans, un week-end à Londres, ils arrivent, la maison qu'ils avaient réservée est prise. Allô papa, il y a des gens dans ma maison, comment je fais? Là on appelle Airbnb, et dit qu'est-ce que c'est ce bordel, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des gens? Airbnb dit ne vous inquiétez pas, un taxi les attend, ils vont être surclassés et on vous rappelle dès qu'ils sont relogés. Parfait. Ce moment de vérité, c'est-à-dire que c'est un point critique. Si c'était mal géré, qu'on me répondait pas, on me dit débrouillez-vous, plus jamais j'utiliserai Airbnb. On est d'accord. Mais là, en faisant ça, on s'est dit waouh, formidable. Parce qu'il y a eu un support, il y a eu de l'humain, il y a eu une relation client formidable. Parce qu'elle a été aidée par l'algorithme, ils ont su que la personne était en difficulté. Les tâches subalternes ont été, à faible valeur ajoutée, ont été déléguées à l'IA et on se concentre sur ces moments de vérité en apportant de l'empathie. Donc, vous aurez compris, en fait, on cherche une expérience client augmentée. Cette expérience client augmentée, donc on reste maître à bord, on reste l'humain, et encore heureux que ce soit nous qui décidons, mais on est aidé par une technologie, on est aidé par l'intelligence artificielle qui va nous permettre de créer plus de connexions avec du chat, du téléphone, de la reconnaissance vocale, qui va nous créer des conversations avec nos clients, on va créer du lien, et ces liens vont nous apprendre à créer des commodités, à créer des nouveaux services qui sont encore plus efficaces et donner encore plus de choix à la personne, quel que soit le moyen de communication dans lequel il veut nous contacter. On sera toujours là pour l'écouter et anticiper. C'est là aussi, on peut arriver dans de l'anticipation de ses besoins et de la création de nouveaux services à forte valeur ajoutée. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour des prochains webinaires sur le Labo du Web.